Salut et bienvenue dans cette formation. Nous allons donc démarrer avec la formation en administration des bases de données avec MySQL. Et dans cette formation, nous allons donc apprendre à créer, administrer et gérer donc les bases de données relationnelles avec le SGBD MySQL. Donc, sans toutefois tarder, nous allons donc aller directement au niveau donc du prochain slide. Alors, MySQL veut dire My Structured Query Language. On va voir cela tout à l'heure. Tout d'abord, l'introduction. Alors, c'est quoi MySQL? Lorsqu'on parle par exemple de Microsoft Office Word, on parle c'est un logiciel. Lorsqu'on parle, pardon, c'est un logiciel de traitement de texte. Microsoft Office Word. Si on parle par exemple de Windows 7, Windows 8, Windows 10, on va dire en fait c'est un système d'exploitation. Si on parle par exemple euh, disons par exemple un autre logiciel tel que WinApp ou encore je prends Adobe Flash Professionnel ou encore Adobe Photoshop, on va dire c'est un logiciel de traitement graphique ou encore de traitement d'image. Maintenant, lorsqu'on parle de MySQL, on va dire c'est un SGBD. Alors, qu'est-ce que le SGBD? C'est un système de gestion de base de données, le système à partir duquel on peut créer, administrer et gérer des bases de données. Pour utiliser ce système-là, il faut l'avoir et l'installer sur son ordinateur. Puis maintenant, une fois son installation effectuée, on peut maintenant émettre des requêtes à travers ce système SGBD pour pouvoir donc créer donc et administrer nos bases de données. Et ces requêtes-là, ce langage-là, on l'appelle donc le langage SQL, Structured Query Language, un langage de requêtes structurées. Donc, du coup, allons maintenant voir la structure d'une base de données. Alors, lorsqu'on parle de base de données, on parle en fait de quelque chose qui est composé de trois parties. La première, c'est les tables ou encore la table de la base de données. Lorsqu'on parle de table dans une base de données, on fait référence aux entités. On y reviendra tout à l'heure. Deuxièmement, on parle de propriétés ou encore des colonnes de cette table-là. Puis, nous avons donc les valeurs ou encore le contenu de chaque colonne ou encore le contenu des propriétés. Voilà les trois parties d'une base de données. Maintenant, nous avons donc dit que pour créer une base de données, on doit tout d'abord installer un SGBD. Et après avoir installé le SGBD, on peut maintenant commencer à administrer notre base de données à travers les commandes SQL. Vous allez vous rendre que dans l'informatique professionnelle, le professionnel a toujours besoin de communiquer avec l'ordinateur, de dire à l'ordinateur exactement ce qu'il doit faire. Vous voyez que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il est impératif d'émettre des commandes, des codes qui permettent à l'ordinateur d'interpréter ce que nous voulons qu'il fasse. Et en ce moment-là, il pourra donc le faire pour nous. Voilà donc le pourquoi du XAMPP et le pourquoi du WAMP, bref, le pourquoi du SGBD. Alors, un SGBD est un système de gestion de base de données permettant donc à la création, administration et gestion de cette base de données-là. Alors, il existe plusieurs applications qui nous permettent donc de pouvoir accéder au SGBD. Alors, le SGBD MySQL on peut avoir accès à ce SGBD à partir du logiciel XAMPP. XAMPP est un logiciel qui, comment dirais-je, hein, qui regroupe en fait plusieurs applications à l'intérieur. Donc, XAMPP en fait vous permet donc de pouvoir installer plusieurs logiciels d'administration ou encore utiles à l'administration des bases de données à la fois. Par exemple, lorsque vous installez XAMPP ou WAMP, parce que les deux peuvent être utilisés pour pouvoir générer ou encore installer le SGBD MySQL. Parce que ce que nous cherchons à la fin, c'est quoi? En installant XAMPP et WAMP, ce que nous cherchons à la fin, c'est de pouvoir obtenir le SGBD MySQL. Donc, ce n'est pas un seul logiciel qui nous permet d'avoir accès au SGBD MySQL. Il y a XAMPP, il y a WAMP, il y en a également même d'autres, n'est-ce pas? Mais les plus utilisés actuellement, les plus célèbres, c'est XAMPP et WAMP.
Donc, que vous ayez XAMPP ou que vous ayez WAMP, ça vous donne tous accès au SGBD MySQL. Cependant, certains appellent souvent à tort XAMPP ou WAMP comme serveur XAMPP et serveur WAMP. Ça, c'est un abus de langage parce que XAMPP n'est pas un serveur, mais XAMPP est un logiciel en fait qui installe plusieurs autres applications, dont des serveurs et des SGBD. Par exemple, lorsqu'on installe XAMPP, XAMPP permet donc, entraîne l'installation du serveur web ou encore du serveur Apache. Apache, par exemple, c'est le nom d'un serveur. IIS, par exemple, c'est le nom d'un serveur. Donc, XAMPP, ce n'est pas le nom d'un serveur. Donc, Apache, c'est le serveur qui est installé à partir de XAMPP. Et MySQL, c'est le serveur ou encore le système de gestion de base de données qui est installé également par XAMPP. Apache, c'est le serveur web qui est installé par WAMP. MySQL, c'est le SGBD qui est installé par WAMP. Donc, WAMP et XAMPP ne sont pas des serveurs, mais ils permettent à l'installation de ces serveurs-là. C'est très important. Donc, comme outil de TP, vous aurez donc besoin d'exemple ou de WAMP. Mais dans les TP que nous allons faire, je vais beaucoup plus vous entraîner donc à installer, comment dirais-je, XAMPP. Nous allons beaucoup plus utiliser XAMPP. Alors, pourquoi XAMPP? XAMPP, nous allons beaucoup plus l'utiliser pour le SGBD de MySQL parce qu'il gère mieux les erreurs, il est plus facile en fait à administrer, comment dirais-je, et il est plus explicite. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Vous allez voir en fait que lorsque nous allons gérer les erreurs, la facilité à gérer les erreurs, vous allez voir que ça sera quelque chose d'indispensable. Donc, dans notre première pratique, ce que nous allons voir fondamentalement aujourd'hui, c'est l'installation de XAMPP. Voyons donc aller directement en TP. Voici que, comment dirais-je, voici donc l'application XAMPP que j'ai sur mon ordinateur. Cette application, vous pouvez la voir à partir même comment dirais-je, d'Internet. Je vais vous dire en fait comment cela se passe. Je pense que j'avais déjà mis un lien il y a un lien en fait sur les outils de TP qui vous redirige en fait sur le site de téléchargement de XAMPP. Et voilà, pour plus de sûreté, je vais mettre ici download XAMPP. Donc voici XAMPP. Vous voyez donc c'est pourquoi en fait download XAMPP Apache Friends, donc les amis d'Apache. C'est parce que Apache, vous voyez les sites internet qu'on crée généralement, les sites internet que vous consultez, la plupart sont servis par le serveur Apache. Donc c'est le serveur le plus populaire au monde en ce qui concerne les sites internet. Donc voilà, donc XAMPP permet donc de créer également ou encore de produire l'installation en fait, de générer l'installation du serveur XAMPP également parce qu'il vient avec XAMPP. C'est pourquoi on dit d'exemple qu'il est l'ami d'Apache. Alors, voici donc les différentes versions de XAMPP ici. Donc, en fonction de ma taille de registre, je vais donc télécharger le XAMPP que je souhaite télécharger. Alors, donc, comme nous avons donc mis ce lien bien avant, donc je suppose que chacun d'entre vous a déjà donc XAMPP installé sur son PC. Donc, si vous avez un 32 bits, vous téléchargez XAMPP 32 bits. Si vous avez un 64 bits, vous allez plus bas et vous téléchargez XAMPP 64 bits. Aussi simple que cela. Mais si vous avez 64 bits, vous pouvez toujours installer XAMPP 32 bits. Donc, c'est ce que par exemple je vais faire ici. Mon ordinateur est sur 64 bits, mais je vais installer XAMPP 32 bits. Cela n'est pas, ça ne posera pas de problème puisque ma taille de registre est supérieure à celle de XAMPP. Donc, je vais installer donc XAMPP en double-cliquant. Par exemple, j'accepte en fait alors ici je sélectionne donc la langue. Il y a donc deux langues, soit le Dutch, soit l'anglais. Je vais choisir l'anglais puis je vais faire OK. À partir de là, je vais donc voilà, il y a une petite note là, je vais faire OK. Alors à partir d'ici, je fais donc Next, puis Next. Alors regardez, je repars un peu plus bas. Regardez, en fait ici, on m'a dit que XAMPP sera installé dans le disque local C, dans le dossier XAMPP. Donc à partir de là, je vais donc faire Next. Alors, quand vous arrivez ici,
C'est en fait ici là, c'est ce qui vous permet donc de lancer l'installation des autres serveurs. Par exemple, ici, si je veux installer le serveur web, je vais donc cocher sur Install Apache Service. Je vais installer également MySQL, bien évidemment. Je vais donc cocher sur Install MySQL. Donc, voici les deux services sur lesquels vous allez cocher. Alors, FileZilla Service. Alors, ça, c'est pas trop, voilà, ça ne va pas nous aider dans notre formation d'administration des bases de données. Donc, pour ça, on peut d'abord laisser en fait décocher pour le moment. Mais si vous voulez, vous pouvez cocher, c'est pas un problème. Le file là, c'est pour les serveurs FTP. Donc, pour les serveurs FTP. Donc, ce qui est indispensable pour nous, c'est voilà le Apache et également donc MySQL. Donc, pour cela, on va donc faire install. Donc l'installation va prendre, ça peut prendre quelques minutes, comme ça peut prendre quelques secondes, ça dépend voilà. Donc généralement, ça prend souvent quelques minutes puisqu'il y a énormément de fichiers à déployer sur le système. Donc voilà, comme nous sommes en direct, on sera obligé de laisser que l'installation procède. Mais en attendant, est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à ce que nous avons fait tout à l'heure, par rapport à l'introduction, SGBD, les tables, les entités et autres? Oui, monsieur connaît, allez-y. Bon, au fait, ma préoccupation, c'est juste au niveau, parce que moi, déjà, dans ma machine, moi, j'ai le WAMP server. Oui. Vous avez déjà WAMP Est-ce Server que installé? je peux le laisser ou bien je suis obligé d'installer le XAMPP? Non, vous n'êtes pas obligé Oui, d'installer Exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez déjà WAMP Server installé sur votre ordinateur, ça veut dire que vous savez déjà comment accéder à MySQL, n'est-ce pas? oui, Voilà, donc l'important c'est qu'on oui, accède à MySQL parce que MySQL c'est la même interface partout. Donc l'important c'est qu'on accède à MySQL. Donc si d'accord. vous avez WAMP déjà dans votre ordinateur et que vous avez déjà eu accès dans vos TP à MySQL, il n'y a pas Oui, de souci. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont jamais fait cette installation-là. Donc, d'accord, celui qui n'a pas ça, donc il installe XAMPP et il suit également donc ce que nous sommes en train de faire. C'est bon? d'accord. Merci bien. Ok. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien ça va pour le reste? Alors, lorsque l'installation est terminée, lorsque l'installation est terminée, vous avez donc cette page qui s'affiche en dernier lieu. Donc, en disant suivi de la version qui a été installée, has been installed on your computer. Click Finish to close the wizard. Donc, vous cliquez donc sur Finish pour fermer euh, le wizard, comme on l'appelle. Alors, on vous dit Porter 80 and 443 already in use. Installing Apache 2.2 services failed. Donc, tu fais OK. En fait, ici, d'accord. Donc, ces dernières petites questions qu'on vous pose, en fait, c'est pour activer les différents ports qui sont associés au service que vous installez. Alors, nous ne sommes pas encore concernés avec tout ce qui est serveur web. Donc, ce qui nous intéresse dans ce cours, en fait, c'est MySQL. Donc, l'important, c'est que MySQL soit donc installé. On dit Congratulations, the installation was successful. Start design. Control panel now. On dit
Félicitations, l'installation s'est déroulée avec succès. Est-ce que vous voulez donc démarrer en fait le panel de contrôle ou encore le panneau de configuration des ampes maintenant? Moi, je vais donc faire oui. Puis une fois cela effectué, on me dit the component status failed, etc., etc. Donc il y a une petite, comme moi j'avais déjà exemple sur mon ordinateur. Alors, on me dit donc ici que Apache, MySQL et FileZilla sont donc en train de démarrer. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce qui doit vous intéresser beaucoup plus, c'est que le service MySQL soit en ligne et même aussi le service Apache. Donc, vous n'allez pas voir, parce que moi, j'ai eu en fait quelques petites erreurs, comment dirais-je, quelques petits messages d'erreur au départ, parce que le service Apache était déjà activé chez moi, parce que j'avais déjà installé XAMPP euh, sur mon ordinateur avant. Bon, vous n'aurez pas ce problème. Mais ce n'était même pas un problème, c'était juste des petits avertissements. Mais voilà donc, lorsque vous finissez donc de faire cela, vous allez donc voir le service Apache et le service MySQL activés. Donc le service FileZilla n'est pas obligé d'être activé, sauf si vous l'avez coché, comme moi aussi je l'avais coché dans ma première installation. Voilà pourquoi les trois services sont activés. Donc ce qui est le plus important, c'est que Apache et MySQL puissent être activés. Alors cependant que je sais maintenant qu'on dit Apache running et MySQL running. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais donc aller sur, comment dirais-je, sur le navigateur et je vais essayer d'avoir un accès à XAMPP. Pour avoir un accès à votre XAMPP, soit vous faites localhost et vous validez. Donc, localhost, L-O-C-A-L-O-L, pardon, je recommence, Localhost, localhost. Donc, localhost, voici donc à quoi comment dirais-je, hein, il ressemble ici. Donc, lorsque vous voyez cette page, ça veut dire que XAMPP fonctionne. Il s'est installé avec succès sur votre ordinateur. Donc, voilà la première des choses que vous faites lorsque vous finissez d'installer XAMPP. Après avoir bien sûr contrôlé que tous les services Apache et MySQL sont activés. Donc, voilà. Si vous n'avez pas cette page-là qui s'affiche, ça veut dire que votre XAMPP n'a pas été installé correctement. Donc, voilà. Alors, maintenant que je sais déjà ça, ce que je vais maintenant faire, c'est d'aller dans MySQL. J'ai déjà installé XAMPP. Le service MySQL fonctionne à merveille, n'est-ce pas? Donc, le voici qui fonctionne à merveille. Le service Apache fonctionne à merveille. Maintenant, je vais donc aller à MySQL pour commencer l'administration de mes bases de données. Par conséquent, ce que je vais faire toujours localhost, mais au lieu de faire uniquement localhost, je vais faire localhost slash php myadmin. PHP MYADMIN. PHP myadmin. Ça, c'est ce qu'on tape après localhost, après slash localhost, lorsque nous voulons accéder à MySQL. Donc, par conséquent, je vais donc valider cela en appuyant sur la touche entrée du clavier. Alors, une fois que j'ai validé cela, ça me ramène donc sur PHP MyAdmin. PHP MyAdmin est le panel de configuration de MySQL. Comme vous avez vu en fait ici, c'est MySQL dans lequel nous sommes actuellement, c'est le service dans lequel nous sommes actuellement. Donc c'est MySQL qui va donc nous permettre en fait ici de pouvoir créer les bases données, les administrer, créer les utilisateurs, les affecter aux bases données, etc., etc. à partir des commandes SQL, donc des commandes SQL. Donc voilà, donc lorsque vous arrivez donc sur PHP MyAdmin, il vous propose donc des bases données qui sont donc standards. Donc ça c'est des bases données standards qui viennent donc avec MySQL. Donc maintenant, disons que nous voulons créer notre base de données. Alors, avant toute chose, je voudrais tout d'abord vous présenter l'interface graphique. Donc, je vais vous présenter en fait ici les options les plus utilisées. Il y a l'option database, qui est donc une option la plus utilisée pour créer donc les bases données. Il y a l'option SQL pour entrer les commandes SQL. Il y a status pour voir donc l'état de vos commandes, etc., ou encore l'état de vos activités. Il y a variables que nous allons rarement utiliser. Il y a privilege également que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, il y a
export et import, qui permet donc d'importer les données dans la base de données, import, et export qui permet donc d'exporter les données de la base de données. Alors, maintenant, ce que je voudrais, là où je voudrais tout d'abord attirer votre attention, lorsque vous arrivez sur PHP-MyAdmin, lorsque nous commençons donc à administrer les bases de données avec MySQL, sachez donc une chose, premièrement. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux façons d'administrer, de créer et d'administrer les bases de données avec MySQL. La première, c'est que vous pouvez donc passer par l'interface graphique afin donc de créer votre base de données. Donc l'interface graphique ne va vous demander de taper aucune commande. Elle va tout simplement vous permettre et vous guider à partir donc de ces options graphiques de pouvoir donc créer votre base de données. Et la deuxième des choses, en fait, ici, c'est l'interface de commande. L'interface de commande, c'est la deuxième façon par laquelle nous pouvons donc créer et administrer les bases de données. Cette interface de commande, nous allons également la voir tout à l'heure. L'interface de graphique, c'est cette interface qui vous accueille lorsque vous arrivez donc sur PHP-MyAdmin. Vous voyez donc, elle a une option Create New Database qui veut dire créer une nouvelle base de données. Donc ici, je vais donc donner le nom de ma base de données si je veux donc créer une nouvelle base de données. Donc, créons par exemple notre première base de données. On va dire par exemple, disons par exemple que c'est la base de données des étudiants, ou encore, c'est la base de données en fait de Innova PC. OK? Innova PC. Alors, ou encore disons client Innova PC. Donc, pour les clients d'Innova PC. Donc, je vais nommer ma base de données client underscore Innova PC. Donc, comme pour dire en fait que c'est la base de données qui va contenir les clients de ma structure Innova PC. En ce moment, je vais donc cliquer sur Create, tout simplement. Quand je clique sur Create, regardez, Innova PC s'est donc mis en fait dans la liste des bases de données. Et là, on met client Innova PC, entre parenthèses, on met 0. Entre parenthèses 0, ça veut dire quoi? Innova PC n'a aucune table. Souvenez-vous, on a dit qu'une base de données est composée de des tables, des propriétés, donc les colonnes, ainsi que les valeurs. Retournons. Nous venons donc de créer notre base de données. On va donc créer une table de notre base de données. Alors, quelles sont les, comment dirais-je, quelle est la table par exemple que je peux avoir dans la base de données, voilà, dans les bases de données en fait de clients Innova PC. Par exemple, potentiel, disons par exemple potentiel underscore client. Donc ça c'est la table, ou encore, oui, la table potentiel client. Maintenant, number of fields, ou encore nombre de colonnes. Alors, nombre de colonnes, je vais par exemple, non, le nombre de colonnes ici est fixé en fonction des propriétés associées à votre table. Par exemple, un potentiel client, quelles sont les informations qu'on voudrait avoir chez un potentiel client? Il y a par exemple le nom, ça fait une colonne, le prénom, une deuxième colonne, l'adresse email, une troisième colonne, et le numéro de téléphone. Prenons par exemple ces 4 colonnes-là. Donc par conséquent, on va donc dire number of fields, 4. Donc pour dire 4. Et on va donc cliquer ici sur Go. Go nous permet donc de pouvoir créer donc la table en question. Maintenant, on a déjà fait la deuxième étape. Souvenez-vous, on a dit table, colonne ou encore propriété. Maintenant, valeur. Nous sommes maintenant à l'étape valeur. Voici donc comment dirais-je, l'option dans laquelle on peut donc mettre des valeurs. Alors, nous avons dit 4 colonnes. Maintenant, l'ordinateur veut donc qu'on renseigne, ou encore MySQL voudrait qu'on renseigne donc les noms de ces différentes colonnes. Nous avons donc dit qu'on aura besoin du nom de nos potentiels clients. Alors, ce nom-là sera de quel type? Il sera de type quoi? Il sera de type, voilà, voucher, text, date, etc., etc. Ça sera une date, ça sera un texte, ou encore ça sera une chaîne de caractères, ou encore tout simplement un entier. Int ici veut dire entier pour integer. Integer, ça veut dire entier en anglais. Varchar ou encore variable character, ça veut dire en fait chaîne de caractères. Maintenant, text, ça veut dire tout simplement texte. Date, ça veut dire de type date. Maintenant, on a donc des caractères ou encore des valeurs numériques. Donc, ça vous rappelle déjà un peu quelque chose, n'est-ce pas? L'algorithme, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, ici, mais ne vous embrouillez pas, hein. Là nous sommes dans les bases de données. Mais vous voyez donc la notion
des valeurs et d'attributs apparaît également ici comme un algorithme. Donc, nous avons par exemple ici le int qui est pour integer varchar chaîne de caractères. Donc, voilà donc comment dirais les différents types de données. Alors maintenant, je vais prendre par exemple varchar puisque le nom est une chaîne de caractères. Voilà. Length. Le length ici, c'est la taille. C'est la taille de votre, comment dirais-je, la taille que va prendre en fait, ou encore que peut contenir en fait cette mémoire-là. Parce que regardez, à chaque fois que vous créez en fait une colonne est égale à une mémoire. OK? Donc c'est comme une variable. C'est une mémoire. C'est pourquoi on l'affecte ici une valeur. Et maintenant, on donne donc la taille de cette mémoire-là. Par exemple, si je dis 255, ça veut dire que je ne peux pas avoir un nom qui dépasse 255 caractères. Si je dis par exemple 10, ça veut dire que si quelqu'un essaie d'entrer un nom qui dépasse 10 caractères dans ma base de données, ça va refuser. Il faut que ce nom soit au moins compris entre 0 et 9 caractères ou au plus 10 caractères. Mais si c'est plus de 10 caractères, ça va refuser. Donc, c'est ici donc on essaie donc la taille. Donc, je vais mettre par exemple 255 par exemple. Donc, ça crée donc une mémoire. Alors ici, certaines personnes peuvent donc croire que on peut donc mettre énormément de taille, voilà, autant de taille que nous voulons. Quelqu'un va par exemple mettre la taille ici, 1 million, etc. Non. Si vous faites ça, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés dans votre base de données. Imaginez que c'est une base de données qui gère des millions de personnes, un peu comme Facebook. Vous voyez que si Facebook faisait en fait administrer en fait sa base de données en mettant des tailles au hasard, parce que souvenez-vous, chaque taille que vous mettez ici est consommée de manière implicite par l'ordinateur au niveau de votre RAM. Donc, même si c'est que le nom n'existe pas encore, cette taille-là a déjà été consommée dans la RAM. Donc, elle est déjà réservée. C'est pourquoi on appelle ça réservation de mémoire, création de variables. Donc, elle est déjà réservée. Donc, c'est la taille, c'est ici que vous donnez donc la taille. Donc, ça veut dire qu'il faut donner la taille également en fonction des valeurs qui doivent donc entrer qui doivent donc être entrées dans ce type d'espace-là. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains sites Internet, même la taille du mot de passe est restreinte. On vous dit votre mot de passe ne peut pas dépasser, par exemple, 15 caractères. Donc, voilà. Donc, ici, vous mettez donc la taille comment dirais-je, hein, de ce qui doit être contenu dans la variable ou encore, pardon, dans la colonne nom. Alors, après ça, nous avons dans la colonne prénom. Alors, ici, ne mettez pas de caractère spécial. Hein. Donc, ne faites pas prénom et puis vous mettez comme ça. Donc, quand vous faites prénom, voilà, tout est vraiment alphanumérique. Donc, soit. Et ça ne peut pas commencer par un nombre. Exactement comme ce qu'on vous disait en algorithme. Parce que là, on joue maintenant avec les mémoires, les variables. Mais là, dans l'administration des bases de données, on appelle ça les colonnes ou encore les propriétés. Maintenant, chaque propriété est associée à une valeur. Cette valeur, maintenant, on va donc choisir en fait le type de valeur. Donc, en algorithme, on appelle le varchar chaîne de caractères. Donc, dans le langage SQL, ça s'appelle varchar. Donc, prénom, varchar toujours. Voilà, 255. Je vais prendre par exemple, il y avait aussi l'email. Email, euh, varchar. Ou encore, je vais mettre texte. Parce que dans l'email, on peut avoir des caractères spéciaux. Or, si je fais varchar, le varchar ne comprend que les caractères alphanumériques, donc de 0 à 9 et de A à Z. Donc, dans un texte, on peut retrouver tout type de caractères. Voilà, donc je vais prendre le type texte. 155. Maintenant, euh, le dernier, c'était numéro de téléphone. Donc, je vais mettre téléphone, tout simplement. Et là, je vais donc dans le téléphone. Ça sera donc de quel type? Alors, je peux mettre ici, j'ai le choix entre integer et varchar. Donc, je vais mettre integer pour dire entier. De type entier, numéro de téléphone. Et là, je fais donc 255. Alors, une fois cela effectué, en ce moment, je vais donc cliquer sur Save ou encore Go. Donc, je clique donc sur Go. Alors, je vais cliquer sur Go et ça va donc me permettre. Il y a quelqu'un qui a une question. Ah, ok.
Donc, vous cliquez donc sur Save et sur Go. Donc, lorsque vous cliquez sur Save, dépendant de votre version, bien sûr, lorsque vous cliquez sur Save, ça permet donc de sauvegarder tout ce que vous avez fait tout à l'heure. Et voilà, donc votre base de données. Donc, à chaque fois que vous réussissez dans quelque chose, dans MySQL, on va toujours vous afficher en fait un message de réussite entouré dans une case verte. Donc, ça veut dire que vous avez réussi l'action que vous venez donc d'entreprendre. Donc, voilà donc ce à quoi sert hein, cette, voilà. Donc, on dit table client in over PC potentiel client has been created. Donc, la table a donc été créée. Alors, cependant, je viens donc de créer la table de ma base de données. Voilà donc pourquoi à gauche ici dans client underscore Innover PC, on me dit donc que voilà, on affiche donc 1. Donc c'est passé de 0 à 1. Comme pour dire maintenant que j'ai une table dans ma base de données. Voilà donc une base de données que je viens de créer avec une table. Vous voyez donc lorsque je clique sur cette base de données, ça m'affiche les différentes tables juste en bas de la base de données. Et là, je peux donc cliquer sur la table et là, ça m'affiche ce qu'on appelle la structure de la table. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure de la table. Une fois que j'ai donc, la structure à ma table, en ce moment-là, je peux donc commencer donc à administrer des informations dans ma table. Comment est-ce que je vais le faire? C'est très, très, très facile. Alors, pour cela, je clique donc sur ma table et puis bon, je peux donc commencer donc à administrer en fait hein, du contenu en fait dans ma table. Mais je voudrais vous montrer d'abord quelque chose. Peut-être lorsque vous aviez créé en fait votre table, il vous est arrivé de faire des erreurs au niveau du nom, du prénom, par exemple, c'est-à-dire hein, au niveau des fields ou encore des colonnes. Et là, vous voulez donc apporter une modification. Ça peut même être au niveau en fait des types de caractères et vous voulez donc apporter une modification. En ce moment-là, vous allez donc cliquez sur le petit crayon qui est comment dire, à droite au niveau de cette colonne, au niveau de la structure de votre table. Et vous cliquez là-dessus, ça vous permet donc de modifier hein, ce que vous avez eu à donner comme nom à votre, voilà, à la première colonne, la colonne du nom, ou encore de changer en fait hein, comment dirais-je, son type. Vous voyez en fait ce que nous voyons souvent en algorithme là, le type booléen, comment dire, le bit, le réel, le double, le type flottant, le type décimal, le type temps, année, etc. Euh, le type caractère, le type chaîne de caractères, etc., etc. Donc tout cela, c'est ça ici. Donc voilà, étant donné que je ne vais rien modifier, donc je ne clique sur aucune modification et je reste là. Voilà donc que nous venons de créer notre base de données, chers amis, et nous venons donc ici hein, de créer également une table qu'on a associée à notre base de données. Pendant que nous créons notre table, parce que voici ce qu'on a fait, on a créé notre base de données, on a créé une table, on a créé des propriétés ou encore des colonnes à cette table-là. Maintenant, on a également attribué donc des valeurs à chaque propriété. Donc, cependant, ce que nous voulons donc faire maintenant, c'est d'administrer notre base de données, c'est-à-dire d'insérer du contenu, d'insérer du contenu. Et pour cela, chers amis, on va donc tout d'abord commencer par étudier le langage SQL. Ça, c'était un TP de départ pour vous permettre de prendre la température sur MySQL. Alors, bien évidemment, au niveau de l'insertion, vous avez donc ici l'option Insert qui vous permet donc d'insérer avec l'option graphique ou encore par la méthode graphique. Donc, avant qu'on aille sur la méthode graphique, je vais vous apprendre quelque chose. À chaque fois que vous voulez apprendre des commandes, ou encore à chaque fois que vous voulez en fait maîtriser les commandes, ne commencez jamais par l'interface graphique. Ici, tout le monde peut faire, hein, tout le monde peut administrer sa base de données de manière graphique. Voilà, vous administrez votre base de données, vous donnez le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email, tout. Voilà. Mais après vous validez, ça va créer en fait les données. Donc ça va insérer les gens dans votre base de données. Ça va insérer donc ces informations dans votre base de données. Mais je ne voudrais pas que vous commenciez comme ça. Je voudrais que vous commenciez d'abord par les commandes. Lorsque vous commencez par les commandes et que vous arrivez maintenant à l'interface graphique, pour vous, ça devient quelque vous allez même détester, vous allez détester faire par l'interface graphique parce que bizarrement, c'est plus rapide d'administrer une base de données par les commandes que par l'interface graphique. Vraiment, c'est beaucoup plus rapide d'administrer une base de données par les commandes que de l'administrer par l'interface graphique. Et deuxièmement, vous allez vous sentir professionnel parce que vous comprendrez déjà ce qui est exécuté en arrière-plan hein, par l'interface graphique, à part de
à part lorsque vous commencez directement par l'interface graphique, vous mettez tout simplement les données, vous ne savez même pas, en tant qu'expert, ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un petit cours sur MySQL, juste comme ça. Voilà. Donc, nous sommes en train de préparer notre expertise. Donc, tout ce que vous devez faire, vous devez comprendre ce qui se passe en arrière-plan, ce qui se passe dans l'usine, entre guillemets, qui vous permet donc d'avoir ce résultat-là. Donc, on pouvait mettre des données ici, cliquer sur Go, et ça nous permettait d'avoir le même résultat, mais on devenait ce qu'on appelle des script kiddies. Ça veut dire que on est là comme parce que pour que quelqu'un fasse ça, il n'a pas besoin d'apprendre MySQL. Donc, pour administrer les bases de données de cette manière, vous n'avez pas besoin d'apprendre MySQL ou des commandes SQL. Vous venez tout simplement, voilà, mais vous n'êtes pas un professionnel. Vous ne pouvez pas, comment dire, si votre base de données a un problème et tout, et que vous devez agir par les commandes à distance, vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'avez pas appris à le faire. Et donc, vous n'êtes pas un administrateur de base de données, vous êtes tout simplement un assistant d'administration de base de données. C'est l'assistant qui peut souvent faire ce genre de travail. Donc, ce genre de travaux, lorsque l'administrateur lui-même a déjà créé ses bases de données administrées et autres et qu'il veut tout simplement ajouter certaines valeurs, il peut appeler l'assistant et l'assistant donc se charge uniquement, comme il ne connaît pas les commandes, il vient sur les interfaces graphiques comme ceci et il met tout simplement les valeurs comme une secrétaire et il valide pour que ça va dans la base de données. Or, l'administrateur des bases de données, c'est celui-là qui utilise les commandes pour pouvoir donc, administrer sa base de données. Et c'est ce que nous allons donc voir dans le prochain cours. Donc ça, c'était le premier TP d'ouverture dans cette formation pour vous préparer donc à la série de TP que nous aurons donc après comment dirais ce TP-là. Et donc, dans le prochain cours, nous allons donc voir tout d'abord les commandes SQL et nous allons les voir dans la pratique. Car, comme vous l'avez constaté dans ce PowerPoint, il n'y a pas de théorie. Donc, tout ce qui se fait se voit maintenant en pratique directement. Donc, vous avez également vos cahiers de notes. Vous pouvez prendre des notes au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, en fait, la plupart de nos cours maintenant seront pratiques. Donc, chers amis, voilà donc en ce qui concerne notre première séance de TP en MySQL. Alors, en espérant que cela est donc satisfaisant pour vous. Si vous avez donc tout d'abord des questions ou des préoccupations, vous avez donc le champ libre pour poser toutes vos différentes questions. Oui, monsieur Doucouré Djibril, on vous écoute. Bonjour tout le monde, bonjour docteur. Bonjour. Moi, ma préoccupation est que au niveau des colonnes, Oui. on avait défini le nom et le prénom comme étant des varchars. Mais nous ne pouvons pas, ma question était que si on pouvait aussi les définir comme étant de type texte. J'aimerais savoir la différence entre le type varchar et le type texte. Oui, le type varchar, c'est la chaîne de caractères alphanumériques. Donc, le type est aussi au niveau de la taille. Le type varchar a une taille qui est plus limitée que le type texte. Avec le type texte, ça vous permet en fait, comme son nom l'indique, hein, d'insérer du texte, c'est-à-dire les paragraphes, les ceci, du texte quoi. Donc, dans la base de données, par exemple, quelqu'un a écrit un mail et ce mail-là est envoyé à partir de votre entreprise et votre entreprise doit garder un contenu du mail-là. Par exemple, vous êtes même en sécurité informatique et voilà, il y a eu quelqu'un qui a voulu réaliser une intrusion dans le système que vous êtes en train de protéger. Et comme vous avez donc mis sur pied un système d'interception, hein, d'intrusion, vous voyez donc que ce système-là va intercepter cette intrusion-là, va la bloquer et va transférer les informations, toutes les informations en fait de l'intrus dans la base de données. Vous voyez qu'en ce moment, on ne va plus parler de varchar parce qu'on va trouver beaucoup de choses, du texte, les adresses IP, les points virgules, etc., etc. Donc, on parle donc de texte en ce moment-là. Donc, le texte est utilisé pour plusieurs raisons. Mais vous voyez donc, lorsqu'on veut écrire un nom, lorsqu'on veut, comment dirais-je, écrire un nom. On se dit qu'un nom n'aura jamais de caractère spécial, un peu comme les virgules, les points, etc. etc. Mais si on se dit en fait qu'un nom peut avoir un caractère spécial, en ce moment-là, au lieu d'utiliser en fait le varchar, on peut utiliser tout simplement hein, comment dirais-je, le texte. Ça peut également aller, sauf que avec le texte, ça va beaucoup bouffer de l'espace au niveau de votre mémoire, parce que le texte demande également un plus grand espace par rapport au varchar. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, j'ai compris, docteur. J'ai compris maintenant. Merci.
Donc, pour tous ceux qui sont dans, que ce soit les réseaux informatiques, la sécurité, les bases de données et autres, dans les différents domaines que nous avons cités dans nos 7 filières de formation, vous allez voir que les bases de données seront très utiles pour vous. Ça vous sera très, très, très utile. Aujourd'hui, si je ne connaissais pas les bases de données, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait dans mon travail. Aujourd'hui, si je suis capable de monter des systèmes de sécurité qui s'adaptent à plusieurs entreprises, aux banques et autres, c'est grâce aussi aux bases de données. Parce que c'est grâce aux bases de données que je peux créer un système de rendu, un système de rapport, un système de monitoring. Or, je n'ai pas fait les bases de données pour devenir un expert en administration des bases de données, non, mais ça m'est utile dans mon travail. Et comme je vous l'ai dit, c'est une base pour toutes les autres filières. Donc, voilà. Allô? Vous avez encore une autre question? Non. Bien. Quelqu'un d'autre a une question avant qu'on ne clôture en fait ce cours? Ou alors, si c'est bon pour chacun d'entre vous, vous pouvez donc laisser un message de confirmation. D'accord. Bien, donc voilà, nous sommes donc arrivés au terme de notre formation. Merci d'avoir donc suivi le cours. Donc, on se donne donc rendez-vous pour la suite de ce cours dans lequel nous allons donc commencer avec le langage SQL, bien sûr, toujours en termes pratiques. Donc, en espérant que cette séance a été donc satisfaisante pour chacun d'entre vous, hein, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine séance de cette formation. Merci.